50 000 € s'il parvient à chanter dans cette langue, se moque le milliardaire, mais la pauvre femme de ménage choque tout le monde lorsque sa voix révèle un passé que personne n'imaginait. Ce n'était qu'un jour d'invisibilité de plus pour Françoise Dubois. Pendant 5 ans, ses mains calleuses avaient poli le marbre de Carrare importé dans l'hôtel particulier des Martel-Laforge à Neuilly-sur-Seine, la banlieue chic de Paris. À 32 ans, son corps frêle portait les marques d'une vie difficile, une peau hâlée, marquée par le soleil des doubles journées, des yeux fatigués qui se levaient rarement au-dessus du sol qu'elle cirait quotidiennement. Personne ne la voyait vraiment. Françoise n'était qu'une ombre glissant entre les cristaux de Bohême et les tapis d'Orient, avec ses seaux et ses chiffons. Une présence nécessaire, mais qui devait rester imperceptible. Ce que personne dans cette somptueuse demeure ne savait, c'était que ses mains qui tenaient maintenant des produits de nettoyage avaient autrefois tenu des partitions et des micros. Avant que sa vie ne s'écroule, Françoise avait été professeure de musique à l'école communautaire Nouveau Horizon, dans la banlieue du 93, où elle dirigeait également une chorale de jeunes acclamés lors de représentations locales. La catastrophe arriva par couches successives. D'abord, la fermeture soudaine de l'école par manque de subventions municipales. Ensuite, le diagnostic du cancer avancé de sa mère, Madame Hélène, entraînant des dettes médicales astronomiques. Enfin, la mort prématurée de son mari, Antoine, renversé par un bus en se rendant à son travail de nuit. En moins de 2 ans, Françoise, veuve à 27 ans, se retrouva seule avec 2 jeunes enfants, Michel, 7 ans, et Julie, 5 ans, et une montagne de dettes. La musique s'était tue dans sa vie. La nécessité de survivre la poussa vers le seul travail qu'elle put trouver, femme de ménage dans l'immense hôtel particulier de l'entrepreneur Édouard Martel-Laforge. En ce matin de mars, la maison était en ébullition. Édouard Martel-Laforge, propriétaire de l'un des plus grands groupes de promotion immobilière du pays, fêtait ses 50 ans. La fête promettait d'être grandiose, avec la présence d'hommes d'affaires, de politiciens et de célébrités. Les investisseurs coréens qui venaient de conclure un partenariat d'1 million d'euros avec le groupe Martel-Laforge étaient particulièrement importants. Françoise. Ces vitres ont encore des traces. Recommencez tout. La voix tranchante de Régina, la gouvernante, résonna dans le salon principal. Monsieur Martel-Laforge veut que tout soit impeccable pour ce soir. Les invités coréens sont extrêmement exigeants. Oui, madame, répondit machinalement Françoise, reprenant le travail qu'elle avait déjà fait 2 fois. Quelques heures plus tard, alors qu'elle rangeait discrètement quelques coupes au bar annexe pendant la fête, Françoise observait son patron dans son élément. Édouard Martel-Laforge était la personnification du pouvoir, grand, des cheveux gris méticuleusement coupés, un costume italien sur mesure. Son rire retentissant dominait n'importe quel environnement, tout comme sa présence intimidante. Ce que peu de gens savaient, c'était que derrière cette façade de succès inébranlable se cachait un homme obsédé par le besoin de prouver sa valeur. Abandonné bébé devant un hôpital et ensuite adopté par une famille riche lui français, elle coréenne, et Édouard avait grandi avec la détermination de ne plus jamais se sentir jetable. Il avait bâti un empire immobilier basé sur une ambition implacable et, souvent, sur des décisions moralement discutables. À minuit, la fête battait son plein. Du champagne de prestige coulait à flot, tandis qu'un groupe coréen, engagé spécialement pour l'occasion, jouait des chansons traditionnelles et contemporaines pour impressionner les investisseurs étrangers. Édouard, visiblement éméché, exhibait son côté le plus pervers. Celui que les employés craignaient le plus. « Regardez-moi ça », s'exclama-t-il, arrêtant 2 jeunes serveurs. « Cette bouteille de champagne coûte plus que vos salaires annuels cumulés. N'est-ce pas fascinant ?» Les serveurs sourirent, gênés, tandis que les invités riaient nerveusement. C'est alors qu'Édouard aperçut Françoise passant silencieusement, ramassant des coupes vides. « Et, vous ?» La femme de ménage, appela-t-il à voix haute. « Venez ici un instant. Je veux montrer quelque chose à mes amis. » Le silence s'installa progressivement tandis que Françoise s'approchait, son seau toujours à la main, le visage soigneusement neutre après des années de pratique à ne pas montrer d'émotion au travail. 50 000 €, sa voix coupa les conversations élégantes. Je paie 50 000 € si cet employé parvient à chanter une seule chanson dans cette langue. Il désigna les musiciens coréens, qui s'arrêtèrent de jouer, visiblement mal à l'aise. Des rires résonnèrent dans le salon, certains sincères, d'autres forcés par la gêne. C'est impossible, évidemment, continua Édouard, savourant l'instant. Mais ce serait amusant de voir la tentative, n'est-ce pas, messieurs? Les hommes d'affaires coréens échangèrent des regards embarrassés. L'un d'eux, Monsieur Park,
le plus âgé et le plus respecté, fronça les sourcils en signe de désapprobation visible. Françoise resta immobile, le seau toujours serré dans ses mains. 5 ans d'humiliation silencieuse. 5 ans à faire semblant de ne pas exister. Quelque chose changea dans ses yeux à un éclat qui n'était pas apparu depuis longtemps. Puis-je choisir la chanson? Sa voix était ferme, sans une once de la soumission attendue. La question surprit Édouard, qui s'attendait à la peur ou à une retraite embarrassée. « Bien sûr, répondit-il avec un grand rire, levant une coupe en l'honneur de sa propre cruauté. Choisissez ce que vous voulez. Les 50 000 € sont à vous, si vous y parvenez. » Un silence expectant s'abattit sur le salon tandis que Françoise posait son seau au sol. Un instant, elle ferma les yeux, comme si elle cherchait quelque chose de profondément enfoui en elle. Lorsqu'elle les rouvrit, sa posture avait subtilement changé et les épaules plus droites, le regard direct, la respiration contrôlée comme seuls les musiciens entraînés savent le faire. Alors, elle commença à chanter. La transformation fut instantanée. Et choquante. La voix qui émergea n'était pas la voix timide que tout le monde attendait, c'était une voix limpide, techniquement parfaite, avec un contrôle vocal impeccable qui remplissait chaque centimètre du luxueux salon. Et, plus surprenant encore, les mots en coréen coulaient naturellement, avec une prononciation authentique et une émotion véritable. C'était le Jonction Hariran, une ancienne chanson folklorique coréenne, mélancolique et pleine de signification culturelle. La mélodie parlait de séparation, d'espoir et de retrouvailles. Le brouhaha cessa complètement. Les coupes s'arrêtèrent à mi-chemin entre les tables et les lèvres. L'orchestre coréen lui-même regardait avec un étonnement absolu. Mais ce qui se passa ensuite, personne ne pouvait le prévoir, le visage d'Édouard Martel-Laforge perdit complètement sa couleur. Ses yeux s'écarquillèrent, fixés sur Françoise comme s'il voyait un fantôme. Ses mains commencèrent à trembler visiblement, faisant tomber sa coupe de champagne sur le marbre italien. Cette chanson, cette mélodie exacte, c'était celle que sa mère adoptive coréenne lui chantait pour l'endormir lorsqu'il n'avait que 3 ans, avant qu'elle ne décède prématurément d'une maladie cardiaque. Un souvenir qu'il gardait enfermé, presque oublié, d'une époque où il s'était senti véritablement aimé. Lorsque Françoise termina la dernière note, Monsieur Park, l'homme d'affaires coréen le plus âgé, fut le premier à applaudir les larmes aux yeux, immédiatement suivi par toutes les personnes présentes. C'était un applaudissement né non seulement de l'admiration technique, mais de la surprise sincère et de l'émotion authentique. « Extraordinaire !» s'exclama Monsieur Park en anglais. « Votre prononciation est impeccable. Où avez-vous appris notre langue avec une telle précision ?» Avant que Françoise ne puisse répondre, Édouard retrouva partiellement son calme. Son visage, encore pâle, se tordit dans une expression de colère défensive. « Ça ne prouve rien. » Il ramassa maladroitement les billets tombés. « Vous avez dû entendre ça quelque part. Vous avez préparé ce piège exprès. » Édouard. Tenta d'intervenir l'un des associés français. Non. Édouard était hors de contrôle. C'est clairement de la manipulation. Elle a découvert nos investisseurs coréens et a mémorisé une chanson pour me faire chanter. Françoise resta silencieuse, sa dignité intacte malgré l'injustice flagrante. « Mais vous avez promis l'argent » rappela Monsieur Park, visiblement agacé par le comportement de l'hôte. Un homme d'honneur tient parole. J'ai promis pour une performance authentique, pas pour un tour de passe-passe bon marché. Édouard était furieux. Regina. Accompagnez cette employée dehors. Elle est renvoyée. Définitivement. La gouvernante hésita, manifestement embarrassée, mais s'approcha de Françoise. S'il vous plaît, madame, il vaut mieux partir. Françoise regarda directement Édouard dans les yeux pour la première fois en 5 ans. Ce n'était pas un truc, Monsieur Martel-Laforge. Ma mère a travaillé pour une famille coréenne pendant de nombreuses années. Elle m'a appris les chansons. Dehors, cria Édouard, montrant la sortie du doigt. Elle prit son sac à main et sortit sans se retourner, marchant la tête haute tandis que la fête sombrait dans un silence gênant. Ce que personne n'avait remarqué, c'était Marc, l'un des serveurs temporaires engagés pour l'événement, rangeant discrètement son téléphone portable dans sa poche après avoir filmé toute la scène. 3 jours plus tard, Françoise était dans le petit salon de son appartement loué dans la banlieue parisienne, remplissant des formulaires de chômage. Le licenciement injustifié lui garantissait quelques droits, mais elle savait qu'il serait difficile de joindre les deux bouts en cherchant un nouvel emploi. « Maman! Regarde ça !» Michel entra en courant, son téléphone à la main. « C'est toi.
C'est partout. Sur l'écran, une vidéo montrait Françoise chanter dans la maison Martel-Laforge, suivie par le refus d'Édouard de payer ce qu'il avait promis. Le titre disait « Le milliardaire humilie sa femme de ménage et refuse de payer après qu'elle a réussi un défi impossible ». Mon Dieu, comment ça s'est retrouvé sur Internet? Françoise prit l'appareil, stupéfaite. Il y a des millions de vues, maman. Les gens sont super en colère contre ce riche, expliqua Michel, enthousiasmé par la soudaine notoriété de sa mère. C'était vrai. En seulement 72 heures, la vidéo s'était propagée comme une traînée de poudre. Le hashtag paye la femme de ménage dominait les réseaux sociaux. Les commentaires indignés se multipliaient à chaque heure. Des journalistes tentaient de localiser Françoise pour des interviews. Ce soir-là même, son téléphone sonna. C'était Sophie Lefebvre, chroniqueuse culturelle d'un grand journal. « Madame Dubois ? Je suis Sophie Lefebvre. J'aimerais parler de l'incident à la maison Martel-Laforge. Mais je ne suis pas intéressée uniquement par le scandale, je veux comprendre l'histoire derrière la musique. Comment une femme de ménage française connaît-elle si bien une chanson folklorique coréenne ? Il y a une histoire là qui mérite d'être racontée. » Françoise hésita. Une partie d'elle voulait juste tout oublier, chercher un autre emploi discrètement, revenir à l'invisibilité qui, bien que douloureuse, était sécurisante. Mais une autre partie, une partie qui commençait à se réveiller après des années d'engourdissement, voulait être entendue. « Oui, répondit-elle finalement. Il y a une histoire. » Le lendemain, dans un café simple près de chez elle, Françoise raconta à Sophie son passé, sa carrière de professeur de musique pendant 8 ans, la chorale communautaire qu'elle dirigeait, les concerts dans les églises et les espaces culturels de la périphérie. Elle raconta la maladie de sa mère et les dettes médicales. L'accident fatal d'Antoine, son mari. Comment, en moins de 2 ans, sa vie s'était complètement effondrée. Mais cela n'explique pas le Coréen parfait, observa Sophie, fascinée. Françoise sourit légèrement. Ma mère, Madame Hélène, a travaillé comme cuisinière pour une famille coréenne dans le 13e arrondissement de Paris, le quartier asiatique, pendant plus de 30 ans. Les Kim étaient différents de la plupart des patrons. Madame Kim, en particulier, traitait ma mère avec respect. Elles ont développé une véritable amitié au fil des ans. Ma mère a appris la langue, les chansons, les traditions culinaires. Et elle m'a appris tout cela dès mon plus jeune âge. 30 ans, c'est très long, commenta Sophie. Elle a dû devenir presque partie intégrante de la famille. D'une certaine manière, oui. Lorsque Madame Kim est tombée gravement malade, ma mère s'est occupée d'elle jusqu'à la fin, allant bien au-delà de ses heures de travail. C'était une relation d'affection véritable, malgré les différences sociales. Sophie posa quelques questions supplémentaires avant de promettre « Je vais enquêter plus en profondeur. » Il y a quelque chose de spécial dans cette histoire, quelque chose qui va au-delà de la vidéo virale. Dans les semaines suivantes, tandis que la vidéo continuait à cumuler des millions de vues, Françoise fit face à des conséquences inattendues. Des messages anonymes de menaces arrivèrent sur son téléphone. Le propriétaire du petit appartement insinua qu'il devrait revoir le contrat de location. Des commentaires en ligne surgirent, remettant en question son intégrité, suggérant qu'elle avait tout planifié pour extorquer de l'argent. Peut-être devrions-nous simplement déménager dans une autre ville, commenta Françoise avec ses enfants pendant le dîner. Recommencer ailleurs, loin de tout ça. Mais tu n'as rien fait de mal, maman, protesta Julie, sa fille de 10 ans, avec la logique simple et directe des enfants. C'est cet homme riche qui a promis et n'a pas tenu parole. La vie restait difficile. Françoise trouva quelques travaux de nettoyage temporaire, mais de nombreux employeurs la reconnaissaient dans la vidéo et la renvoyaient, craignant des complications. Les factures s'accumulaient. Les fournitures scolaires des enfants, les arriérés de paiement, le loyer, tout semblait impossible à gérer. C'est alors que Sophie Lefebvre réapparut, avec une découverte surprenante. « Françoise, vous devez voir ça, » dit la journaliste, montrant des documents et d'anciennes photographies. J'ai passé des semaines à chercher les registres de la famille Kim dans le 13e arrondissement, j'ai interviewé d'anciens voisins, des employés. Et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Les photos montraient la maison où Madame Hélène avait travaillé pendant des décennies. Les registres d'immigration de la famille Kim. Des coupures de journaux de 1975 sur l'adoption d'un petit garçon français par un couple franco-coréen. Édouard Martel-Laforge a été adopté par la famille Kim lorsqu'il n'avait que 2 ans, expliqua Sophie avec soin.
Sa mère biologique l'a abandonné à l'hôpital Saint-Louis. Monsieur Kim, un entrepreneur du textile, et son épouse coréenne l'ont adopté légalement. Françoise fixa les photos, stupéfaite. Vous voulez dire que votre mère travaillait dans la maison où Édouard a été élevé? Selon les registres et les témoignages que j'ai recueillis, Madame Hélène a aidé à s'occuper de lui pendant les premières années de son enfance. Madame Kim est morte de problèmes cardiaques quand Édouard avait 5 ans. Après cela, son père adoptif a déménagé dans une maison plus grande, emmenant Hélène avec lui comme employée de confiance. C'est impossible, murmura Françoise, essayant d'assimiler l'information. Il y a plus, continua Sophie, montrant une photographie spécifique qu'elle avait trouvée dans les archives de l'Association culturelle coréenne. C'était une image jaunie par le temps, 2 femmes souriantes côte à côte, une jeune coréenne élégante et une française noire au sourire chaleureux. Chacune tenait un bébé dans ses bras. En arrière-plan, une maison traditionnelle du style des anciennes résidences du XIIIe. Madame Kim tenant Édouard, indiqua Sophie. Et Madame Hélène vous tenant, vous, âgée de quelques mois seulement. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Françoise. Je n'avais jamais vu cette photo. La chanson que vous avez chantée à la fête? Jonction arrivant, compléta Françoise. Ma mère me la chantait toujours pour m'endormir. Elle disait qu'elle l'avait apprise avec. Sa voix se brisa avec la réalisation. Avec Madame Kim. Qui la chantait à Édouard toutes les nuits, conclut doucement Sophie. La révélation était écrasante. La même chanson avait bercé 2 enfants dans des pièces différentes de cette vieille maison, le fils adopté de la patronne et la fille de la cuisinière. 2 vies qui s'étaient séparées et avaient pris des chemins radicalement distincts, pour ne se heurter que des décennies plus tard dans un hôtel particulier de Neuilly, dans des circonstances que personne n'aurait pu prévoir. Le lendemain, l'article de Sophie fut publié avec le titre « Le chant qui relie les destins, l'histoire surprenante derrière le viral paye la femme de ménage ». Le texte, profondément documenté et sensible, révélait toute la connexion entre les familles, expliquait la signification culturelle de jonction arrivant, et racontait comment 2 enfants, élevés initialement si proches, avaient eu des destins si différents. La réponse de l'Empire Martel-Laforge fut immédiate et agressive. Ses avocats intentèrent une action en justice contre le journal pour diffamation et atteinte à la vie privée. Les sites qui republièrent l'article reçurent des mises en demeure menaçantes. Sophie elle-même devint la cible d'une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux. Il utilise tout son pouvoir pour faire taire l'histoire, expliqua Sophie à Françoise lors d'une rencontre rapide. Il a même menacé de vous poursuivre pour violation de confidentialité en tant qu'ancienne employée. Françoise sentit le poids de l'inégalité sociale une fois de plus. Je n'ai pas les moyens de lutter contre un tel pouvoir. Peut-être devrions-nous nous arrêter là. Il y a des gens prêts à aider, insista Sophie. Cette histoire a touché beaucoup de monde. C'était vrai. Dans les semaines suivantes, tandis qu'Édouard tentait d'étouffer l'affaire en utilisant sa puissance économique, un mouvement surprenant prenait forme. D'anciens collègues de Françoise de l'époque de l'école communautaire lancèrent une campagne en ligne. D'anciens élèves de la chorale partageaient des vidéos chantant en son hommage. Des professeurs de musique de tout le pays manifestaient leur solidarité. Et alors, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un groupe d'avocats spécialisés en droit du travail de renom offrit une représentation légale gratuite. Une cagnotte en ligne pour payer ce qui est dû à Françoise dépassa non seulement les 50 000 € promis, mais atteignit l'incroyable somme de 200 000 € en seulement 2 semaines. Pendant ce temps, les affaires d'Édouard commençaient à ressentir l'impact de la crise d'image. Les investisseurs coréens, profondément offensés par l'épisode, se retirèrent de 2 projets importants. Des clients d'entreprises annulèrent des contrats, citant une incompatibilité éthique. Lors de réunions tendues, conseillers et actionnaires imploraient Édouard de résoudre la situation avant que les dommages ne deviennent irréparables. 4 mois après l'incident initial, alors que les 2 parties semblaient retranchées dans une bataille inégale, Marcel Dubois, producteur d'une émission de télévision populaire, fit une proposition inattendue. Un spécial sur l'invisibilité sociale et la reconnaissance, expliqua-t-il à Françoise lors d'une réunion. Avec vous comme présentatrice. Françoise cligna des yeux, confuse. Moi? Je n'ai aucune expérience à la télévision. Exactement. Votre authenticité est ce dont nous avons besoin. Nous voulons que vous partagiez votre parcours et interviewiez d'autres personnes avec des histoires similaires. Et dans l'épisode final, il marqua une pause stratégique, une rencontre en direct avec Édouard Martel-Laforge.
L'estomac de Françoise se contracta. Il n'accepterait jamais. Il a déjà accepté, sourit Marcel. La justice a décidé qu'il devait payer les 50 000 € plus les dommages et intérêts pour préjudice moral. Ses conseillers l'ont convaincu qu'une apparition publique contrôlée pourrait aider à sauver sa réputation en lambeaux. C'est ça où regarder son empire s'effondrer complètement. Ce soir-là, après que les enfants eurent dormi, Françoise fit face à son plus grand conflit intérieur. Une partie d'elle voulait juste accepter l'argent silencieusement et passer à autre chose. Une autre partie sentait qu'il y avait un but plus grand à tout cela. Elle prit une boîte poussiéreuse rangée au fond du placard les quelques affaires restantes de sa défunte mère. Parmi des recettes manuscrites et de vieilles lettres, elle trouva des photographies qu'elle n'avait jamais vues auparavant. L'une d'elles montrait sa mère jeune, souriant à côté de Madame Kim. Il y avait quelque chose dans la façon dont les deux femmes se regardaient, un respect mutuel, une connexion sincère qui transcendait la relation employé-patronne. « Que feriez-vous, maman » murmura-t-elle à l'image. La réponse ne vint pas en mots, mais par une certitude croissante dans sa poitrine. Il y avait une histoire qui devait être racontée, non seulement pour elle et Édouard, mais pour toutes les personnes invisibles qui soutenaient le luxe d'autrui par un travail rarement valorisé. Le lendemain matin, elle appela Marcel. « J'accepte. » Dans les semaines qui suivirent, Françoise travailla intensément avec l'équipe de production. L'émission Histoires invisibles prit forme, mettant en lumière les expériences de travailleurs domestiques, d'immigrants, d'artistes de banlieue ou des personnes dont les contributions étaient essentielles mais rarement reconnues ou célébrées. Pendant les tournages, quelque chose d'inattendu se produisit, Françoise redécouvrit sa vocation d'éducatrice. Sa capacité à écouter avec empathie, à poser des questions significatives, à créer des liens entre des histoires apparemment distinctes, tout cela émergeait naturellement devant les caméras. Ce n'était pas seulement une émission de télévision, mais une forme d'éducation sociale. Pendant ce temps, dans les coulisses, Édouard Martel-Laforge vivait son propre tourment. L'empire qu'il avait construit avec tant de détermination montrait des fissures de plus en plus visibles. Contrats annulés, partenaires éloignés, actions en chute libre. Plus douloureux encore étaient les messages d'anciens employés de la maison Kim, révélant qu'il avait été un enfant doux et sensible avant de s'endurcir sous l'éducation rigide de son père adoptif après la mort de sa mère coréenne. Le souvenir de Madame Kim, qu'il avait enterré si profondément, ressurgissait en fragments douloureux. La berceuse, l'odeur du kimchi fait maison dans la cuisine, les histoires en coréen avant de dormir et des souvenirs qu'il avait remplacés par des emblèmes de succès matériel et de pouvoir. Le soir de l'enregistrement de l'épisode final, le studio était bondé. Dans le public, les enfants de Françoise observaient nerveusement aux côtés de Sophie, d'anciens collègues professeurs et même de quelques-uns des anciens enfants de la chorale. Étaient également présents des dizaines de travailleurs domestiques, dont beaucoup n'avaient jamais mis les pieds dans un studio de télévision. Édouard arriva escorté par des gardes du corps et des conseillers, le visage tendu révélant des nuits sans sommeil. Il semblait plus petit d'une certaine manière, non pas physiquement, mais comme si quelque chose de sa présence imposante s'était vidé. Les lumières baissèrent. Caméra positionnée. Le générique musical commença à jouer. Françoise marcha vers le centre de la scène sous des applaudissements chaleureux. « Bonsoir » commença-t-elle, la voix sereine mais ferme. « Pendant 5 semaines, nous avons parlé d'invisibilité. De la manière dont certaines vies sont considérées comme moins importantes, moins dignes d'attention et de respect. Aujourd'hui, nous concluons notre voyage avec l'histoire qui a tout déclenché. » Les écrans en arrière-plan affichaient la vidéo virale, le défi, la musique, le refus. 5 mois plus tard, les images provoquaient encore des réactions intenses dans l'auditoire. Veuillez accueillir Édouard Martel-Laforge. L'entrepreneur entra sous un silence tendu, interrompu par quelques murmures hostiles que Françoise signala discrètement d'arrêter. Lorsque les deux s'assirent face à face, le contraste était évident, elle, simple et digne, lui, clairement mal à l'aise malgré son costume coûteux. « Monsieur Martel-Laforge, merci d'avoir accepté notre invitation » dit formellement Françoise. « Merci pour l'opportunité » répondit-il machinalement, les mots manifestement répétés. Ce qui suivit fut un dialogue très différent de ce que le public attendait. Il n'y eut pas d'accusation drame. Attique ou de confrontations explosives. Au lieu de cela, Françoise mena une conversation soigneusement construite sur la mémoire, l'identité et la responsabilité. « Vous souvenez-vous de la chanson que j'ai chantée ce soir-là » Édouard hésita visiblement. « Oui. » « Vous l'avez reconnue immédiatement, n'est-ce pas ? C'est pour cela que vous avez réagi de cette manière. » Il acquiesça,
évitant de la regarder directement. Pourquoi cette chanson spécifique vous a-t-elle autant troublé? Édouard semblait lutter intérieurement. Ses avocats lui avaient dicté des réponses sûres, mais quelque chose à ce moment-là, peut-être la dignité dans le regard de Françoise, peut-être le poids des mois d'auto-examen forcé brisa ses défenses soigneusement construites. Ma mère adoptive me la chantait, admit-il finalement, la voix plus basse que la normale. Madame Kim. J'ai peu de souvenirs d'elle, elle est morte quand je n'avais que 5 ans, mais je me souviens de cette chanson toutes les nuits avant de dormir. Un silence respectueux enveloppa le studio. Savez-vous maintenant que ma mère travaillait dans la maison où vous avez grandi? J'ai appris cela après le reportage, répondit Édouard, tendu. Mes avocats ont confirmé l'information. Et comprenez-vous ce que cela signifie? Que c'est une coïncidence notable, tenta-t-il, dans une dernière résistance. Non, Françoise secoua doucement la tête. Cela signifie que nous avons été connectés par quelque chose de bien plus grand que l'argent ou la position sociale. Elle fit un signe, et un assistant de production lui apporta une enveloppe. J'aimerais vous montrer quelque chose. Françoise sortit l'ancienne photographie et la tendit à Édouard. Les caméras capturèrent le moment exact où il la reconnut, le choc initial, la confusion, une pâleur soudaine. Ma mère adoptive, murmura-t-il, touchant l'image avec des doigts visiblement tremblants. Et ma mère, Hélène, compléta Françoise. Vous tenant dans ses bras et me tenant dans les miens, respectivement, quand nous étions bébés. Comment est-ce possible? Édouard semblait sincèrement perplexe. Nos mères étaient amies, expliqua Françoise, la voix étranglée par l'émotion contenue. Elle nous berçait avec la même chanson parce qu'elle voulait que nous grandissions en sachant ce qu'est le soin, ce qu'est l'amour sans frontières. Votre mère adoptive a enseigné la chanson à ma mère, qui me l'a apprise, et que je vous ai chantée cette nuit-là, complétant un cercle de décennies. Le public était dans un silence absolu, beaucoup avec des larmes aux yeux. Édouard fixait la photographie comme s'il pouvait en extraire des vérités perdues depuis longtemps. Mais vous avez choisi d'oublier d'où vous veniez, continua Françoise, sans accusation dans la voix, juste une constatation mélancolique. Vous avez choisi d'humilier des gens comme ma mère, comme moi, pour affirmer votre place dans le monde. Édouard leva les yeux de la photo, et pour la première fois depuis que la confrontation avait commencé, ses yeux rencontrèrent directement ceux de Françoise. J'avais tellement peur, avoua-t-il, la voix presque un murmure. Tellement peur de ne pas être suffisant, d'être à nouveau rejeté. J'ai construit des murs si hauts autour de moi que j'ai oublié qui était de l'autre côté. Ce n'étaient pas les mots préparés par ses conseillers. C'était une confession sincère, douloureusement honnête. Quand vous avez chanté cette chanson, continua-t-il, maintenant avec des larmes qu'il n'essayait pas de cacher, ce fut comme si toutes mes défenses s'écroulaient d'un coup. Comme si ma mère adoptive était là, me rappelant qui j'aurais dû devenir. Françoise tendit la main, dans un geste qui surprit tout le monde, y compris elle-même. Je ne suis pas là pour l'argent, monsieur Martel-Laforge. Je suis là parce que notre histoire mérite d'être racontée. Parce que toutes les femmes invisibles qui nettoient, cuisinent, prennent soin, toutes méritent d'être vues. Édouard hésita avant d'accepter le geste, serrant brièvement la main de Françoise. Je suis désolé, dit-il, la voix tremblante. Profondément désolé. Pas seulement pour ce que je vous ai fait, mais pour tout ce que je suis devenu au fil des ans. Le reste de l'émission se déroula avec une intensité émotionnelle qui transcenda le simple spectacle télévisuel. Édouard s'engagea publiquement non seulement à payer la somme promise et l'indemnisation décidée par la justice, mais à revoir fondamentalement ses pratiques commerciales et ses relations personnelles. Lorsque les caméras furent finalement éteintes et que le public commença à se disperser, Édouard s'approcha à nouveau de Françoise dans les coulisses. « Puis-je avoir une copie de cette photographie » demanda-t-il, indiquant l'image des deux mères avec les bébés. « Bien sûr » répondit Françoise avec simplicité. « Elle nous appartient à tous les deux, après tout. » « Merci. » Il hésita, comme s'il voulait dire autre chose, mais finit par acquiescer respectueusement avant de se retirer. « Et vous, avez-vous déjà remarqué combien de personnes invisibles font partie de votre quotidien? Cette dame qui nettoie votre bureau avant votre arrivée, le livreur qui vous apporte votre déjeuner, le chauffeur qui vous ramène chez vous? Combien d'histoires extraordinaires sont cachées derrière ces visages que nous remarquons à peine? Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour les notifications et de laisser votre like. Dans les commentaires, partagez uniquement le mot visibilité et aidez ce message à atteindre encore plus de personnes. 1 an plus tard. L'ancien bâtiment de l'école communautaire Nouveaux Horizons, fermé depuis si longtemps,
affichait désormais une façade fraîchement peinte et un nouveau nom, Centre culturel Hélène Kim, un hommage aux 2 femmes qui, des décennies plus tôt, avaient planté des graines d'humanité sur un terrain improbable. À l'intérieur de ces murs revitalisés, des enfants et des adolescents de la banlieue apprenaient la musique, les langues et les arts. Avec une partie de l'argent de l'indemnisation et des dons importants, y compris une contribution substantielle anonyme que tout le monde soupçonnait de provenir d'Édouard Martel-Laforge, Françoise avait reconstruit non seulement un bâtiment, mais un rêve. Professe. Françoise. Un groupe de jeunes enfants courut vers elle alors qu'elle organisait des partitions. On va chanter cette chanson coréenne aujourd'hui. Elle sourit. Jonction Arriran? Celle-là même. La chanson magique. Françoise rit doucement. La chanson était devenue presque légendaire parmi les élèves, la mélodie qui avait transformé la vie de leur professeur et, par extension, la leur aussi. Dans la salle principale, désormais équipée d'un piano donné et de divers instruments, les murs affichaient des photographies encadrées. Parmi elles, agrandies et restaurées, l'image des 2 femmes avec leur bébé occupait une place de choix. La vie de Françoise avait radicalement changé. Après l'émission spéciale, les invitations affluaient pour des conférences, des ateliers, et même une chronique mensuelle dans un grand journal sur les travailleurs invisibles. Elle en accepta certaines, en refusa d'autres, plaçant toujours le centre culturel et ses enfants en priorité. Michel, maintenant âgé de 13 ans, montrait un talent pour la composition. Julie, à 10 ans, suivait les traces de sa mère avec une voix prometteuse. Quant à Édouard Martel-Laforge, la transformation fut plus complexe et progressive. Sa réputation commerciale avait subi des dommages considérables, et certains contrats importants ne furent jamais récupérés. Mais quelque chose d'inattendu émergea des cendres de son ancien moi. 6 mois après l'émission, il avait créé la Fondation Madame Kim, destinée à garantir des conditions dignes, une éducation continue et une assistance médicale aux travailleurs domestiques et à leurs familles. Ce n'était pas seulement un projet de marketing, Édouard avait personnellement réécrit des politiques, écarté des cadres réticents au changement et commencé à participer à des discussions sérieuses sur la responsabilité sociale des entreprises. En cet après-midi précis, presque exactement 1 an après la confrontation télévisée, Françoise reçut une visite inattendue. Édouard Martel-Laforge, vêtu de vêtements simples au lieu de son habituel costume italien, s'arrêta, hésitant, à l'entrée du centre culturel. « Puis-je entrer » demanda-t-il avec une formalité qui masquait à peine sa nervosité. Françoise acquiesça, surprise. Bien sûr. Il parcourut l'espace, observant les enfants, les instruments, les photographies sur les murs. « C'est impressionnant ce que vous avez construit ici. »« Merci, » répondit Françoise. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui » Édouard sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai trouvé d'autres photographies dans les archives de l'entreprise. J'ai pensé que vous pourriez peut-être les vouloir pour le centre. » C'étaient des images de la famille Kim des années 70, y compris plusieurs avec Madame Hélène. Des souvenirs préservés d'un passé partagé. « Et je suis venu demander, » continua-t-il après un moment d'hésitation visible, « si je peux contribuer d'une manière plus directe. Pas seulement financièrement. Peut-être, des conseils pour les adolescents intéressés par l'entrepreneuriat? Ou des liens avec des entreprises pour des stages futurs? » Françoise observa attentivement son visage, cherchant des signes de l'ancien Édouard. Ce qu'elle trouva était différent, non pas une transformation complète, mais un homme essayant sincèrement de se reconstruire. « Pas à pas, je pense que nous pouvons en discuter, » répondit-elle finalement. Ce soir-là, comme elle le faisait tous les vendredis, Françoise réunit ses élèves pour la ronde de chansons dans la cour intérieure. Assis en cercle, de petits visages l'observaient avec admiration tandis qu'elle ajustait sa guitare. « Quelle chanson chantons-nous aujourd'hui, professeur » demanda une fille aux yeux vifs. Françoise gratta doucement les cordes, souriant. Jonction Arriran. Et tandis que sa voix s'élevait, portant l'ancienne mélodie qui avait connecté des vies séparées par des abîmes sociaux, quelque chose de plus grand qu'une simple chanson emplissait l'air nocturne. C'était la promesse qu'aucune vie n'avait besoin de rester invisible. Que la dignité n'était pas un privilège, mais un droit fondamental. Que même dans les histoires les plus improbables, l'humanité pouvait triompher de l'indifférence. Quelque part à Paris, d'autres femmes comme sa mère nettoyaient encore des maisons, cuisinaient des repas, prenaient soin d'enfants qui n'étaient pas les leurs. Mais peut-être, juste peut-être, des histoires comme celle de Françoise pourraient inspirer un regard plus attentif, une reconnaissance plus sincère, un monde où la valeur humaine ne serait pas mesurée par le compte en banque ou la position sociale. La justice, après tout,
était arrivé non seulement sous la forme d'un procès gagné ou d'un chèque déposé, mais dans la transformation profonde de la manière dont une petite partie de la société commençait à valoriser chaque vie qui la soutenait. Et vous, chers spectateurs, avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au nombre de personnes invisibles qui soutiennent votre quotidien? Ceux dont nous ne remarquons le travail que lorsqu'il n'est pas fait? Combien d'histoires extraordinaires sont perdues dans les sourires polis qui reçoivent à peine un bonjour en retour? Si cette réflexion a touché votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune histoire inspirante et laissez votre like en signe de soutien. Dans les commentaires, écrivez seulement le mot reconnaissance pour montrer que vous avez compris le message de cette histoire. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Note, ceci est une œuvre de fiction inspirée de questions sociales réelles. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations spécifiques est pure coïncidence. Plus Françoise s'impliquait dans le travail du centre culturel, plus elle percevait l'impact des histoires partagées. Chaque cours de musique ouvrait des portes que beaucoup croyaient définitivement fermées aux enfants des quartiers défavorisés. Chaque représentation de la chorale de jeunes qu'elle avait formée brisait des barrières invisibles entre des mondes qui semblaient destinés à rester séparés. Un après-midi particulièrement chargé, Sophie, la journaliste qui avait révélé le lien entre Françoise et Édouard, apparut au centre culturel avec des nouvelles excitantes. Le documentaire sur votre histoire a été sélectionné pour le Festival international du film des droits humains, annonça-t-elle, contenant à peine son animation. Et ce n'est pas tout, 3 chaînes de télévision internationales veulent acheter les droits de diffusion. Françoise sourit, encore peu habituée à l'attention que son histoire continuait de recevoir. Je ne sais pas si je suis prête pour autant d'expositions, Sophie. Il ne s'agit pas seulement de vous, expliqua la journaliste. Il s'agit de toutes les Françoises qui restent invisibles. Votre histoire inspire des changements concrets. Saviez-vous que 2 députés ont présenté un projet de loi sur la dignité au travail domestique inspiré par votre cas? L'impact s'étendait bien au-delà de ce que Françoise pouvait imaginer initialement. D'anciennes élèves de l'ancienne chorale communautaire, maintenant de jeunes femmes, étaient revenues pour proposer des cours bénévoles. Des entreprises commençaient à mettre en œuvre des programmes de valorisation et de qualification pour le personnel de services généraux. Une grande université avait créé des bourses spécifiques pour les travailleurs domestiques souhaitant reprendre leurs études. Pendant ce temps, Édouard Martel-Laforge faisait face à son propre parcours de transformation, qui n'était pas toujours facile ou linéaire. Lors des réunions du conseil d'administration, ces nouvelles politiques de valorisation des employés rencontraient souvent une résistance féroce de la part d'autres dirigeants. « Vous êtes devenu fou ?» demanda l'un des plus anciens directeurs. « Augmenter les salaires, offrir des plans de carrière au personnel de nettoyage? Cela va grignoter nos bénéfices. » « Et combien de Françoises avons-nous détruites sur le chemin de ces bénéfices ?» répondit fermement Édouard. « Combien de talents avons-nous gaspillés parce que nous ne parvenions pas à voir les gens au-delà de leurs fonctions? » La transformation n'était pas seulement professionnelle. Dans sa maison, maintenant beaucoup plus simple que l'ancien hôtel particulier qu'il avait vendu, Édouard maintenait un petit hôtel de style coréen avec la photographie de sa mère adoptive. Peu à peu, il se reconnectait à ses racines, apprenant la langue qu'il avait rejetée, étudiant la culture qu'il avait niée si longtemps comme faisant partie de lui-même. 6 mois après sa première visite au centre culturel, Édouard surprit Françoise avec une proposition formelle « Nous organisons un programme d'échange culturel avec la Corée du Sud », expliqua-t-il. De jeunes musiciens issus de communautés défavorisées auront l'opportunité d'étudier à Séoul pendant un semestre. J'aimerais que le centre culturel soit notre premier partenaire. Françoise analysa attentivement le projet avant d'accepter. La collaboration entre eux restait prudente, construite progressivement sur des bases de respect mutuel, et non d'amitié immédiate. C'était une relation complexe ni complètement réconciliée, ni irrémédiablement divisée. Le soir de la première audition pour le programme d'échange, le centre culturel était bondé. Des parents anxieux, des enfants nerveux et une équipe de jurés comprenant des musiciens professionnels et des professeurs de coréen. Parmi les candidats se trouvait Michel, le fils de Françoise, maintenant âgé de 14 ans. Son talent pour la composition avait considérablement évolué au cours de la dernière année. « Je suis nerveux, maman, confia-t-il en attendant son tour. « C'est normal, mon chéri. Mais souviens-toi, quel que soit le résultat, l'important est le courage d'essayer. » Lorsque Michel monta sur la petite scène, il présenta une composition originale qui mélangeait des éléments de musique française avec des mélodies traditionnelles coréennes. C'était un pont sonore entre les mondes, entre les histoires, entre les générations. À la fin de la présentation, Édouard,
assis discrètement au fond de la salle, avait les larmes aux yeux non seulement par la beauté de la musique, mais par tout ce qu'elle représentait. Quelque part dans le passé, deux femmes tenaient deux bébés et chantaient la même chanson, rêvant d'un avenir où les deux pourraient s'épanouir. Pour le 2e anniversaire du centre culturel, une célébration spéciale fut organisée. La chorale de jeunes présenterait un répertoire bilingue, incluant aux jonctions arriérant dans un arrangement original créé par les élèves eux-mêmes. Au premier rang, côte à côte mais avec une certaine distance respectueuse, Françoise et Édouard observaient ce qu'ils avaient construit non pas ensemble, mais à partir d'un lien qui défiait les explications simples. Ils sont l'avenir que nos mères souhaitaient pour nous, commenta doucement Françoise. Édouard acquiesça. Un avenir où personne n'a besoin d'être invisible pour que les autres puissent briller. Lorsque les enfants commencèrent à chanter l'ancienne chanson folklorique qui avait changé tant de vies, la mélodie semblait porter non seulement des notes musicales, mais le pouvoir transformateur de la reconnaissance au devoir et d'être véritablement vu comme un être humain complet. Le parcours de Françoise, de l'invisibilité à la scène, de l'humiliation à la dignité retrouvée, n'était pas seulement une histoire individuelle de dépassement. C'était un puissant rappel du nombre d'autres histoires extraordinaires qui restent cachées chez des personnes que nous croisons quotidiennement sans vraiment les voir. Et vous, chers amis qui nous suivez, combien de fois avez-vous manqué de voir la personne complète derrière un uniforme ? Combien d'histoires extraordinaires ont été perdues parce que nous n'avons pas donné la chance de savoir qui sont réellement ceux qui nous servent au quotidien ? Si cette réflexion a touché votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune histoire inspirante et laissez votre like comme forme de soutien. Dans les commentaires, partagez le mot humanité, montrant que vous comprenez que la véritable richesse est de reconnaître la valeur de chaque personne. Nous reviendrons bientôt avec plus d'histoires qui toucheront votre âme et inspireront des transformations. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'ici. Note, ceci est une œuvre de fiction à but de réflexion sociale. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles est une coïncidence non intentionnelle.